l'employé de la semaine. Que dis-je, il n'y a plus rien à voir, alors que le principal est encore à venir. J'ai nommé notre employé de la semaine, le supérieur Jonathan Duong, qui va nous faire un aveu, sa passion pour Pompidou. À toi, Jonathan. Démerde-toi avec ça. C'est pervers quand même, la passion pour Pompidou, c'est vrai ? Et oui, Didier, un tel que Pompidou pour se consoler, parce que je vois bien que tu es très affecté par le climat général. En plus, l'hiver est revenu, il fait froid, et je sais que des fois, tu as un petit coup de mou, tu déprimes un peu, tu te sens un peu seul. Heureusement, pour te remonter le moral, France 5 diffusait dimanche dernier les 2 épisodes d'un documentaire « Élysée, la solitude du pouvoir ». Pour te montrer que la carapace d'acier des grands de ce monde abrite des êtres humains sensibles, des hommes comme toi et moi avec leurs doutes, leurs angoisses, leurs faiblesses. Et rien de tel qu'un grand philosophe pour nous raconter ça. La solitude du pouvoir, elle est la signature même du pouvoir. La grandeur se mesure à la capacité de solitude qu'on est capable de supporter. Et un grand chef d'État, c'est quelqu'un qui est capable de supporter beaucoup de solitude. Et de fait, lorsqu'on incarne le pouvoir, par sa figure singulière, on fait advenir une solitude. Le vrai chef de l'État, c'est celui qui est seul, qui sait qu'il est seul, et qui sait que cette solitude n'est pas complètement solitude parce qu'elle est accompagnée d'un destin. Comment mieux se préparer à entrer dans l'histoire qu'en l'écrivant soi-même? Dans le silence feutré d'un bureau de Colombey, avec la ligne bleue des Vosges comme seul horizon. C'est un homme qui a passé probablement en moyenne 6 ou 7 heures par jour à écrire. Donc il est seul face à ses souvenirs et il est seul aussi face à soi-même. Comme disait Malraux, qu'est-ce que c'est soi-même? Un tas de petits secrets. Et lui, il avait des grands secrets. Il avait un gros tas de grands secrets. Un grand homme avec un gros tas de grands secrets. Voilà ce que c'est la solitude du pouvoir. Tu vois, Didier, De Gaulle était très seul quand il écrivait ses mémoires. Ce qui arrive, au final, à beaucoup de gens qui écrivent d'être seuls quand on y pense. Mais passons. Venons-en à Pompidou, qui lui aussi était très seul. Mais heureusement, il avait sa femme, Claude. En 1960, Georges Pompidou avait offert à sa femme une Porsche, une superbe Porsche. Et cette Porsche, ils s'en sont servis pendant qu'il était Premier ministre pour aller tous les week-ends à la campagne, à Orvilliers, dans la région parisienne. Arrivant à l'Élysée, il a décidé que le vendredi, son épouse viendrait le chercher à l'Élysée pour partir à la campagne. Mais à ce moment-là, il y avait une petite discussion entre ma mère et lui pour savoir qui allait conduire. C'était un homme qui avait une certaine autorité, qui adorait conduire, et finalement, il n'y avait plus de discussion, c'est lui qui prenait le volant. Et donc, c'est une expression de sa liberté face à cette contrainte qui pesait sur lui en permanence. Dimanche matin, de bonne heure, la route d'Orvilliers. Georges Pompidou va retrouver dans sa maison de week-end à 40 km de Paris son antidote personnel contre la solitude du pouvoir. Étrange prémonition, achetée il y a 16 ans, la maison avait été baptisée par son précédent propriétaire, la Maison Blanche. Parce qu'elle est blanche, disait-il. Orvilliers, Cajarc, un calme campagnard dont Paris le prive. Des grands espaces, de la terre, du bois, du feu, un ciel pour y lever les yeux, du silence, et voilà Georges Pompidou en phase avec son moi. Une table, un paquet de cigarettes à portée de main, quelques feuilles de papier, un stylo, et le voilà tout à la rédaction d'un grand discours qu'il doit le surlendemain prononcer à l'ONU devant les chefs d'État de la planète. Cet homme est un paysan contrarié, possédé par un sens du devoir qui l'a peut-être ruiné, mais qui, au fond, rassurait les Français. Quelle sérénité, Didier, ce Pompidou. Quelle simplicité, quelle humilité.
plus que son successeur qui n'est autre que Giscard. Giscard, la particule, Polytechnique, l'intelligence, la supériorité, eh bien même lui a eu ses moments de solitude. Et c'est l'insubmersible Jean-Pierre Soisson qui raconte avec le piano pour faire vibrer dans les chaumières. Le pouvoir du président de la République, sous la Ve République, est extraordinaire. C'est un pape. Le pape est seul. Le président est seul. Et cette solitude-là a marqué tous les présidents. Et Giscard, elle l'a marqué progressivement. Progressivement, il va se détacher des choses. Il va s'enfermer dans sa solitude. Il y a toujours une souffrance qui arrive, mais je dirais que c'est toujours vers la fin. Pas au début, parce que au début, en plus, les copains sont là. Et puis après, ils sont saqués, les uns après les autres. On l'a vu avec Giscard, par exemple. C'est étonnant, quand on a vu disparaître Michel Poniatowski, je pense qu'il n'avait pas le choix. Raymond Barre n'en voulait plus. Bon, non, voilà. Et à mon avis, ça n'a pas été simple, certainement, pour Giscard de le laisser tomber. La solitude, c'est le sentiment, si vous voulez, que le tissu humain qui entoure une vie est un tissu qui se relâche. Parce que quand on vit au milieu de ses amis, au milieu de ses voisins, on a cette espèce de sentiment de proximité, et naturellement celui-là, on l'a beaucoup moins, et c'est cette solitude. C'est beaucoup plus la solitude de la personne, je dirais, que la solitude de la fonction. À la Noël 79, il est vraiment seul et perdu. Il a passé Noël tout seul et tout perdu, la pauvre petite chose. Mais s'il y en a un qui était encore plus seul, c'était Mitterrand. Et comme tout est toujours compliqué chez Mitterrand, il avait inventé la solitude à plusieurs. Mon père était un homme solitaire. Enfin, c'était comme aimait à le dire ma mère, c'était un berger. Il aimait savoir où étaient ses troupes, ou les gens qu'il aimait, mais en même temps, il aimait être seul. Il y a des gens qui sont seuls, entourés. Et moi, j'ai dit une fois à François Mitterrand que, au fond, il aimait pas tellement la solitude. Ce qu'il aimait, c'est que énormément de gens le voient seul. Ce qui n'a rien à voir avec la solitude. Il n'a pas apprécié. C'était vrai. Donc il marche un peu devant, à Solutré. Il est soi-disant seul. Et non seulement il y a tous les courtisans qui sont derrière, et puis il y a tous ceux qui retransmettent sa solitude. Donc c'est une chaîne qui pourrait être 24/24 solitude. Voilà, Mitterrand était toujours très entouré, mais plus il était très entouré, plus il était très seul aussi, je sais pas si tu me suis. Et puis enfin, Chirac, tellement à côté de la plaque qu'on nous dit qu'il s'est senti bien seul quand les Français ont voté non au référendum de 2005. La Constitution européenne était quelque chose de tout à fait majeur pour lui. Il s'y est engagé personnellement. Et il y a un moment, il a compris que les Français n'allaient pas suivre. Il a compris que quelque chose était en train de se passer et ça s'est focalisé sur cette émission avec les jeunes. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Monsieur le Président, bonsoir. Nous voilà donc ensemble pendant 2 heures pour une émission tout à fait singulière et très très attendue, puisque un chef de l'État qui dialogue avec des jeunes adultes, c'est très rare, c'est même une première. Et là, j'ai vu ce que j'ai jamais vu avec Jacques Chirac. Je l'ai vu d'abord se refermer sur lui-même. Il sentait que quelque chose n'allait pas et quelque chose probablement était en train de lui échapper. C'est-à-dire ce dialogue qu'il faut avoir entre le chef de l'État et la nation, ce fil était rompu. Et ça, il le sentait physiquement. Excusez-moi, Monsieur le Président, mais la question d'Alexandra, c'était pourquoi une constitution? Parce que... J'y arrive, Monsieur Vogel, je le comprends. Nous avons compris qu'il fallait que je sois plus bref. Mais c'est pourtant l'essentiel et c'est le cœur du débat d'aujourd'hui. Et... Alors, vous n'avez pas suffisamment lu, vous pourrez reprendre. La Constitution, c'est un endroit. Puissance politique, aujourd'hui, au sein de cesse de dire des contre-vérités. Mais parce que c'était fabriqué ailleurs. Ce n'est pas désastreux, naturellement, mais enfin qui est... Vous n'avez excusez, Monsieur le Président, mais je ne suis pas convaincu par votre réponse. Tout ceci me paraît tout à fait étonnant. Et ce qui me fait encore plus de peine, c'est le pessimisme. Et je vais vous dire très franchement, je ne le comprends pas et ça me fait de la peine. Eh bien nous, ce qui nous a fait de la peine, c'est que le traité constitutionnel européen a finalement été adopté 2 ans plus tard
à Lisbonne contre l'avis des Français qui avaient voté non au référendum. Mais ça, notre peine à nous, le documentaire n'en parlera pas. Voilà Didier, j'arrête là, mais si tu veux tout regarder, le replay est encore disponible sur France 5. France 5 qui par ailleurs peut produire d'excellents documentaires historiques et politiques, mais qui là est aussi capable de diffuser ce genre de documentaire à 2 balles, fait de fausses anecdotes et d'analyses psychologisantes qui ne font qu'une seule chose, dépolitiser la politique. Comme si la politique n'était qu'une affaire de personnes et pas du tout de rapports de force politiques et sociaux, de conflits de classe, et surtout pour ce qui concerne les présidents, des intérêts financiers qui ont souvent présidé à leurs décisions. J'attends avec hâte le 3e épisode qui nous expliquera sûrement la solitude de Macron au moment de prendre la terrible décision d'amputer les retraites des Français. C'était l'employé de la semaine. Merci Jonathan, bravo. Et salut à tous les autres.